Salut Internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans notre décor inexistant, au son rempli d'écho. Aujourd'hui, on va parler de voleurs ultra stylés. De manière générale, c'est pas ouf de voler, mais je vous ai trouvé quelques pépites. Vous allez voir, l'histoire de ces personnes sont si incroyables qu'elles en deviennent presque sympathiques. Vous m'en direz des nouvelles. Et en parlant de nouvelles, j'espère que vous avez bien remarqué qu'on garde le rythme, une vidéo par semaine, tous les samedis. Avouez, quand je vous l'ai annoncé, vous aviez un petit peu de mal à y croire. Eh ben si, c'est bien le cas, je vous prépare plein de super trucs. Donc le mieux pour soutenir la chaîne, vous le savez, abonnez-vous, laissez votre petit like, laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis perdons pas plus de temps, c'est parti. En juillet 2017, la police nippone a arrêté, dans le coin d'Osaka, un voleur assez particulier, un cambrioleur ninja. Pour ses casses, il s'habillait tout en noir, avec un cache-cou, une capuche. Il se faufilait dans les ruelles sombres, il escaladait les murs, il montait sur les toits. Alors c'est peut-être pas un vrai ninja, mais il s'en rapproche quand même pas mal. Ça le rend pas particulièrement incroyable, mais si je te dis un seul chiffre, 74 ans. Mitsuaki Tanigawa a été arrêté à l'âge de 74 ans. Il aurait quand même réussi, selon les forces de l'ordre, à commettre plus de 250 vols pour un butin supérieur à 30 millions de yens. Et tout ça au cours des 8 à 10 dernières années. Il a du peps, le papy. Après son arrestation, il a juste dit qu'il faisait ça pour gagner sa vie, parce qu'il avait un petit peu la flemme de travailler. Au moins c'est honnête. Et au passage, si la police a réussi à l'arrêter, c'est parce que son cache-cou est tombé juste devant une caméra. Je sais pas s'il l'aurait chopé un jour sinon. Voici Gaspard Bouy, un voleur provençal du XVIIIe siècle. Dès ses 17 ans, il recrute une petite équipe de compères voleurs avec le but totalement assumé de devenir riche rapidement, mais toujours, et attention, ça lui tient à cœur, sans jamais user de violence. Sa carrière de voleur, qui ne dure que 6 à 7 ans, démarre véritablement quand la petite troupe débarque dans le petit village de Cuges-les-Pins, c'est à côté d'Aubagne. Et surtout, c'est un endroit parfait, parce que de riches voyageurs passent par ce chemin pour rejoindre l'Italie. Alors eux, ils en profitent, ils organisent guet-apens sur guet-apens et se font beaucoup de sous. Mais ce qui fait la légende de Gaspard, c'est surtout qu'il redistribue une partie de son butin aux plus pauvres. Un véritable Robin des Bois provençal qui est donc adoré de la population. Après, ça l'empêche pas d'être arrêté, condamné au supplice de la roue et voir sa tête sur un piquet. Enfin, voir... façon de parler, évidemment. N'empêche, il n'aurait apparemment jamais tué ou blessé personne, il redistribuait une partie de son butin aux plus pauvres. Moi je l'aime bien ce Gaspard. Direction Venise maintenant, avec ce monsieur, Vincenzo Pipino, un voleur d'œuvres d'art qui sévissait donc dans la cité des Doges. On parle de plus de 3000 vols quand même, et toujours réalisés sans violence, un petit peu comme Gaspard. Il a d'ailleurs fini par gagner des surnoms comme le gentleman cambrioleur ou encore le voleur le plus fiable d'Italie. C'est en 91 qu'il effectue un coup de génie. Il devient alors le tout premier mec à réussir à voler quelque chose dans le palais des Doges. En l'occurrence, ce tableau d'une vierge à l'enfant. Et attention, le but n'était absolument pas de le vendre, mais bien de le rendre en échange de la libération d'un prisonnier. Et le tableau a bien été rendu, parce que ouais, Vincenzo, il avait une espèce de code. Pas de violence déjà, et surtout, il refusait de voir des œuvres d'art quitter Venise, voire même l'Italie. Il s'assurait toujours qu'une fois la rançon payée, eh bien l'œuvre retourne à son propriétaire. En 92, il appelle lui-même la police alors qu'il est en plein casse, parce qu'un complice vient de lui dire que les œuvres d'art qu'ils sont en train de cambrioler n'allaient jamais être rendues par le commanditaire, qu'elles allaient totalement disparaître. Et ça, c'était inconcevable pour Vincenzo. Il aurait aussi entretenu des relations assez marrantes avec la police, genre les mecs voulaient prendre un café avec lui dès qu'un vol avait lieu pour avoir des informations. Alors ok, il a fait plus de 20 ans de prison, ça reste un voleur le mec, mais il a un côté gentleman assez sympathique finalement.
Laissez-moi vous parler maintenant d'une femme bien trop méconnue, Sonia Bliufstein, aka Sonia Golden Hand. La main dorée quoi, Sonia la main dorée. Sonia pour moi c'est peut-être l'une des voleuses les plus audacieuses du 19e siècle, voire même de l'histoire entière. Elle sévissait dans l'Empire russe et a gagné une fortune grâce à des vols assez culottés. Elle pouvait par exemple rentrer dans des chambres d'hôtel au petit matin, confuse, en mode ah je suis vraiment désolé, je me suis trompé de chambre. Oh une petite montre, une petite bague, hop là. Non, recouchez-vous monsieur, tout va bien, je me suis juste trompé de chambre. Mais alors écoute bien, je vais te raconter son meilleur coup. Un jour elle demande à un bijoutier de venir directement chez elle avec beaucoup de bijoux, de colliers, de parures qui valent une fortune. Elle les essaye, elle les adore, et puis elle quitte la pièce en précisant au bijoutier que pas d'inquiétude, attendez ici, il y a mon mari qui est psychiatre qui arrive, il va vous régler, il est méga riche, il y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais le twist dans cette histoire, c'est qu'elle n'est pas du tout mariée au psychiatre. Par contre, elle se trouve bien dans le cabinet du psychiatre. Psychiatre qu'elle était allée voir avant en lui disant que « Oh bah c'est triste, moi je suis mariée à un bijoutier, vraiment il perd la tête, donc je vais vous l'amener un jour et puis vous allez voir, il va vous parler de bijoux qui ont été volés, qu'il faut lui payer des bijoux et tout, vraiment il perd la tête, il faut interner mon mari le bijoutier s'il vous plaît monsieur le psychiatre. » Est-ce que vous imaginez le quiproquo? Pendant que Sonia est déjà à des années-lumière de là, le psychiatre, il interne le bijoutier. C'est une histoire de fou. Et puis un autre jour, elle a engagé plusieurs personnes qui devaient jouer sa famille. Tout le petit groupe se rend chez un bijoutier. Même technique. Elle essaye des bijoux, des trucs. Et là, oh mon dieu, monsieur le bijoutier, j'ai oublié tout mon argent chez moi. Bougez surtout pas. Je fonce chez moi chercher l'argent. Je garde les bijoux tant qu'à faire. Comme ça, je les laisse chez moi. Je reviens. Et puis de toute façon, s'il y a le moindre souci, bah vous voyez avec ma famille. Mais je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Elle n'est jamais revenue, évidemment. Bref, une héroïne de film, la Sonia. Par contre, sa fin est beaucoup plus tragique. Elle se fait arrêter, envoyée en prison, mais elle s'échappe, elle se refait arrêter, et elle finit son existence derrière les barreaux avec des conditions de détention certainement affreuses. On quitte maintenant la Russie du 19e pour se diriger vers l'illustre et l'antique cité de Sparte, avec une histoire qui, révèle peut-être un petit peu plus de la légende. De toute façon, dès qu'on parle de Sparte, on parle toujours de textes qui ont été écrits bien après Sparte, par des gens qui n'étaient pas de Sparte, donc on n'est jamais sûr de rien. Quoi qu'il en soit, je te cite directement le passage écrit par l'orateur Isocrate qui est super clair. Tous les jours, les Spartiates envoient leurs enfants, au sortir de leur lit, voler les habitants de la campagne. Ceux qui commettent le plus de larcins et qui peuvent mieux les cacher, jouissent d'une plus grande réputation que les autres enfants, et lorsqu'ils sont arrivés à l'âge d'homme, s'ils persévèrent dans les habitudes de leur enfance, l'accès aux emplois supérieurs leur est plus facile. Donc en gros, le vol faisait carrément partie de l'éducation des petits Spartiates. Être un bon voleur, c'était une qualité. Plutarque raconte même l'histoire d'un petit encore plus badass que les autres, qui aurait réussi à voler un renardeau, un petit renard, et qui, par peur d'être découvert, l'aurait planqué sous sa tunique. Je sais pas si t'imagines, il a préféré se laisser croquer, se laisser déchirer la peau du ventre, sans rien dire. Ouh, sacré petit Spartiate. Et on enchaîne avec une histoire française, celle de Vjeran Tomić. Déjà, au début de sa carrière de cambrioleur, il serait rentré par une fenêtre dans une bibliothèque pour dérober plein de livres super anciens, et il avait 10 ans. Une fois à Paris, Tomić a commencé à escalader tout ce qui pouvait l'être. Paris est vraiment devenu son terrain de jeu, et son lieu préféré était le cimetière du Père-Lachaise, où il faisait des cabrioles d'une tombe à l'autre, en mode parcours un petit peu glauque quand même. Ce qui fait que Tomić est intéressant, c'est pas qu'il avait, un code d'honneur ou une vie particulièrement intense. Non, c'est juste que le mec c'était un Yamakasi, c'était une araignée. Dis-toi, son plus beau coup, il l'a fait il y a à peu près 10 ans, en dévalisant le musée d'art moderne de Paris. 5 toiles, 5 tableaux de maître, parmi lesquels un Matisse, un Picasso, et surtout pour un montant total de 100 millions d'euros. Et pour réaliser l'exploit, il a dû escalader une façade et désosser une baie vitrée de 80 kilos. Un vrai Spider-Man, comme la presse l'avait surnommé à l'époque. Accrochez-vous parce qu'on finit avec une histoire plus qu'insolite. En janvier 2018, un homme nommé Zhu a volé dans la province du Jiangsu, en Chine, près de 800 mètres de route. J'ai bien dit de route, 800 mètres de route. Le mec a fait ça en une seule nuit et a revendu tout le bitume pour un petit peu plus de 600 balles. Alors ok, on est loin des 100 millions du mec juste avant, mais là on parle pas de tableau de maître. On parle d'une route. Qui se dit, par quel procédé de pensée on arrive à la phrase « Et si ce soir, j'allais voler une route ?»
Non, ben non en fait, non. Non. C'est tellement ridicule comme histoire que ça en devient sympathique. Et puis attention, ça donne un nouveau sens à l'expression prendre la route. Quand Zou il dit je fais prendre la route, c'est pas la même définition que nous. Surtout que pendant son interrogatoire, le mec a déclaré que il pensait qu'il y aurait pas de problème parce que juste à côté il y avait une nouvelle voie qui avait été créée. Celle-là elle était plus trop utilisée. Il a pris une pelleteuse, 2-3 allers-retours en camion, il pensait que ça passerait. Il y a pas de souci. C'est qu'une route finalement. Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais on finit avec un voleur de route du coup. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Pour être très honnête avec vous, j'avais un petit peu saturé des top 7. Voilà, j'en ai beaucoup fait il y a très longtemps, j'en avais un petit peu marre. Et puis de revisiter ça là en face cam, quel kiff, vraiment, j'adore ça. Et puis en plus, ça me permet de mettre un petit peu plus de faits divers dans mes vidéos, mine de rien, et pas de se cantonner uniquement à de l'histoire, à de la géographie. Ça me permet de me recycler un petit peu, de tenter de nouvelles choses, j'adore. Bref, je vous retiens pas plus que ça, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ça me touche énormément. Moi je vous dis à très vite, à samedi prochain d'ailleurs, pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.